Bonjour à toutes et à tous, et voici la troisième vidéo de cette série sur les techniques anti-piratage dans les consoles de jeux. On a fait la PlayStation 1 et la PlayStation 2, que vous pouvez d'ailleurs retrouver juste ici. Nous allons voir maintenant comment Sega a protégé la console concurrente de la PlayStation 2, la Dreamcast. Générique. La Dreamcast est sortie en 1998 et remplace la précédente console de Sega, la Saturn. La Saturn étant une console très difficile à programmer, la Dreamcast devait être son extrême opposé. La Dreamcast comporte un processeur RISC Hitachi SH4 cadencé à 200 MHz, ainsi qu'un GPU PowerVR, une architecture connue dans le monde de la 3D, cadencé à 100 MHz, un chip sonore Yamaha permettant 64 canaux en stéréo, et enfin 16 mégaoctets de SD-RAM. Les sauvegardes étaient enregistrées au sein d'un VMU, une sorte de carte mémoire avec un écran, qui se branchait sur la manette de la Dreamcast et permettait d'afficher des éléments comme les munitions dans Resident Evil. Chose intéressante au sujet de la Dreamcast, c'est que cette dernière était aussi prévue pour fonctionner avec l'environnement Windows CE. Alors non, ceci ne permettait pas d'installer Windows sur sa Dreamcast, mais permettait plutôt le portage simplifié de jeux PC vers la Dreamcast. Même si le résultat donnait la sensation que le jeu n'était pas optimisé, car pour fonctionner, la Dreamcast devait charger dans sa mémoire un programme de conversion pour permettre à Windows CE de fonctionner sur la console. Ce qui pouvait donner des temps de chargement extrêmement longs, même pour l'époque. D'ailleurs, une autre petite chose amusante au sujet de la Dreamcast, c'est que la couleur du logo change en fonction de la région. En effet, une console européenne a un logo bleu, alors que la console américaine et japonaise a un logo rouge. Sega avait peur que la société allemande Tivola leur fasse un procès car leur logo ressemblait fortement à celui de la Dreamcast. La Dreamcast était compatible avec les CD audio pour lire de la musique, mais aussi les CD classiques avec le format 1000 CD, et le format spécifique à la Dreamcast, le GD-ROM. Beaucoup de gens pensaient que la Dreamcast n'était pas protégée du tout. Il est vrai que peu de temps après sa sortie, il était assez simple de démarrer des jeux piratés sur sa console sans problème. Mais pourtant, Sega avait mis en œuvre beaucoup d'outils pour empêcher le lancement de jeux piratés et de contenus non autorisés sur sa console. Que s'est-il passé ? Parlons déjà de quelques petits détails techniques. Commençons par le GD-ROM. Le GD-ROM, qui veut dire Gigabyte Disk Read Only Memory, est un format de disque créé par Sega en partenariat avec Yamaha et utilisé pour contenir les jeux Dreamcast. Ce disque peut contenir environ 1,2 gigaoctets de données et est illisible par les lecteurs de CD standard. Il est divisé en 3 parties qui sont d'ailleurs facilement visibles sur un disque original. La première partie est une partie basse densité d'environ 35 mégaoctets qui, elle, est lisible par les lecteurs standard. Elle contient souvent une piste audio indiquant que ce disque est un disque Dreamcast. Ce CD Dreamcast s'utilise uniquement sur une console Dreamcast. Utiliser ce CD dans une chaîne Hi-Fi ou tout autre équipement audio peut créer de sérieux dommages aux enceintes. Merci de retirer ce CD immédiatement. Cette zone peut aussi contenir des fichiers lisibles sur un PC, comme des fichiers texte ou bien des fonds d'écran. On y retrouve également un anneau de sécurité contenant le copyright Sega, avec un texte gravé dessus, prouvant que c'est un disque original. Enfin, une partie haute densité d'environ 984 mégaoctets, qui elle est illisible par les lecteurs standards. C'est elle qui contient les données du jeu. Mais vous allez sans doute me dire, si la Dreamcast n'utilisait pas le format CD classique, alors comment était-il possible de démarrer un jeu piraté ? C'est vrai que comme on l'a vu précédemment, pour la PlayStation 1 ou pour la PlayStation 2, les deux consoles utilisaient des supports que tout le monde pouvait acheter dans le commerce. Là, c'était plus difficile, voire même impossible, de trouver dans le commerce des GD-ROM. Ce format a été créé spécifiquement pour Sega. Il faut donc que je vous parle alors du format utilisé par la Dreamcast pour lire les CD classiques, le format 1000 CD.
Le 1000 CD est un format utilisant un simple disque, un CD-ROM, avec un format spécifique à la Dreamcast. Un peu comme le format PlayStation pour la PlayStation 1 ou le format CD PlayStation 2 pour la PlayStation 2. Le sigle MIL signifie Music Interactive Live CD. Il était à l'origine utilisé par les systèmes de karaoké au Japon, utilisant le hardware de la Dreamcast. Seuls quelques titres sont sortis sur ce format, dont un add-on pour le jeu Space Channel 5. Sega a rapidement supprimé cette compatibilité sur les modèles d'après novembre 2000, car ce format fut le point d'entrée pour le piratage sur Dreamcast. Tout d'abord, regardons comment la Dreamcast démarre un jeu. Elle recherche déjà le format du disque, si c'est un GD-ROM ou bien un simple CD. Si c'est un GD-ROM, la Dreamcast doit ensuite lire la clé de sécurité inscrite sur l'anneau Copyright Sega. Si cette clé est introuvable ou invalide, ce disque n'est donc pas un GD-ROM officiel. Ensuite, la Dreamcast va rechercher un fichier nommé ip.bin. Ce fichier contient les informations à propos du jeu, comme le hardware pour lequel le jeu est prévu de fonctionner, que ce soit une Dreamcast ou bien une Naomi, l'identifiant de l'entreprise ayant fait le programme et son Game ID. On y trouve également une table de contenu pour savoir où se trouvent les fichiers sur le disque, ce qui est commun également sur les CD classiques, mais également un microcode Sega pour afficher le logo au démarrage, et également un microcode Windows CE si celui-ci l'utilise. Une fois ce fichier lu, la Dreamcast savait qu'elle était en train de lire un jeu compatible. Et elle lance ensuite le prochain fichier à ouvrir indiqué dans le fichier ip.bin, souvent appelé firstboot.bin ou firstread.bin. Si tout est correct, le jeu se lance. Vous allez sans doute me dire, mais où se trouve la protection? Si un utilisateur peut utiliser le format 1000 CD et qu'un simple fichier ip.bin peut faire croire à la console que c'est un disque original, c'est vrai, mais la protection réside ailleurs. Si le disque qui est inséré est un CD-ROM au format 1000 CD, alors la console va séparer en plusieurs morceaux dans différents endroits de la RAM le fichier firstboot.bin. Ce qui va corrompre l'exécutable d'un éventuel jeu piraté et le rendre illisible. Sauf que Sega a omis un petit problème, ce qui amènera à l'avènement de jeux piratés sur sa console. Voyez-vous, comme dit précédemment, quand la Dreamcast détecte un disque au format 1000 CD, elle corrompt l'exécutable d'un éventuel fichier firstboot.bin en accord avec le fichier ip.bin, rendant la copie d'un jeu inutilisable. C'est un jour où l'équipe de hackers Utopia s'est procuré, illégalement vous en conviendrez, un kit de développement Dreamcast appelé Katana. Et c'est en recherchant des informations dans le SDK sur comment répliquer le format 1000 CD qu'ils ont découvert qu'il était possible de faire en sorte que la console remette l'exécutable comme avant. Pour ce faire, il suffisait de mettre l'exécutable préalablement corrompu par le kit de développement directement sur un CDR, et la console rendait l'exécutable lisible et exécutait le programme. Cette méthode par contre ne fonctionne que pour les disques au format 1000 CD, en aucun cas sur les GD-ROM, et nécessite un kit de développement pour fonctionner. Une fois que cette faille ait été diffusée dans les forums spécialisés, la team Utopia sorta l'Utopia Disc, un CD au format 1000 CD permettant de lire n'importe quel disque, aussi bien des disques importés que des disques gravés. Pour ce faire, le disque Utopia est un disque utilisant le format 1000 CD avec toutes les authentifications requises. En effet, avec leur kit de développement, la team Utopia pouvait faire des disques capables de démarrer sur une Dreamcast classique. Une fois que le disque Utopia est chargé, il arrête le lecteur de la Dreamcast et demande d'insérer un nouveau disque. Une fois le disque gravé inséré, c'est maintenant que la magie opère. Quand un disque gravé est inséré, le disque Utopia récupère l'exécutable. Puis, vu que le programme se supplante au bout de la console, elle va exécuter le jeu comme si c'était un original. D'ailleurs, on peut voir la recherche de l'exécutable au fait que l'écran freeze de temps en temps. Une fois l'exécutable trouvé, le programme Utopia met l'exécutable du jeu dans la RAM. C'est ce qu'on peut voir avec le pourcentage en bas de l'écran. Une fois que le programme Utopia a terminé de mettre le jeu dans la RAM, il lance l'exécution du jeu.
Après que cette faille ait été découverte, de nombreux jeux piratés se sont retrouvés sur internet, et de nombreux homebrew, des programmes faits par la communauté, également. Bien sûr, certains jeux utilisaient les 984 mégaoctets de la zone dédiée au jeu sur un GD-ROM, et ne pouvaient pas rentrer dans un simple CDR de 700 mégaoctets. Alors les pirates compressaient les vidéos, et si cela n'était pas suffisant, les musiques du jeu pouvaient être carrément supprimées. Et c'est ainsi que la protection sur la Dreamcast a été battue par les pirates. Sega pensait que ne pas utiliser le support CD classique allait les protéger, ce qui était une bonne idée en fait. Regardez la GameCube, qui a par exemple pris le format mini DVD au lieu du format DVD. Mais l'ouverture au support classique avec le format 1000 CD a été l'erreur qui a précipité la chute de la protection sur la Dreamcast. Surtout que ce format, même au Japon, a été un échec cuisant pour Sega. Sega a tenté de corriger le tir en novembre 2000 en retirant le support 1000 CD, mais les dégâts étaient déjà faits. La Dreamcast sortira du marché le 31 mars 2001, et Sega quitta définitivement le marché des consoles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, j'aurais pu vous parler de Blim avec leur émulateur PlayStation 1 sur Dreamcast, utilisant aussi le format 1000 CD. Peut-être que ce sera pour une autre vidéo. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, évidemment c'est très important, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!